S'il te plaît, arrête de mal te traiter. Tu as peut-être déjà eu cette sensation, celle où tu te réveilles déjà fatigué, pas juste un peu dans le brouillard, vraiment la sensation du «j'ai encore mal dormi», sans pouvoir te rappeler de la dernière fois que tu as fait un sommeil réellement réparateur. Avec cette espèce de fatigue lourde, comme si ton corps ne s'était pas posé depuis plusieurs jours d'affilée. Tu ouvres les yeux et avant même d'avoir posé un pied au sol, tu sens que niveau énergie, tu es dans le rouge de ta réserve alors que la journée n'a même pas encore commencé. Tu regardes l'heure, tu calcules ce que tu dois faire, ce que tu dois gérer, ce que tu dois encore faire semblant de supporter. Et dans ta tête, une phrase arrive presque automatiquement. Allez, ça va passer. Ou alors, je vais prendre sur moi. Après ce dossier, ça ira mieux. Après cette semaine, je vais souffler. Bientôt, ce sont les vacances, je vais pouvoir récupérer un peu. Ouais, dans 3 ou 4 petites semaines, hein. Après, après, après. Sauf que cet après n'arrive pas vraiment parce qu'après, il y a de nouveaux trucs à gérer et le temps de pause ne fait que s'amenuiser. Tu dors, mais tu ne te sens pas reposé. Tu t'arrêtes, mais ton corps reste tendu. Tu prends une mini pause, mais ton mental continue de tourner à fond les ballons. Tu essayes de faire quelque chose qui te faisait du bien avant, mais tu n'arrives même pas à rentrer dedans. Tu es physiquement là, fonctionnel peut-être, mais pas vraiment disponible pour toi-même. Et c'est là que ça commence à devenir très flou. Est-ce que c'est uniquement de la fatigue? Est-ce que c'est juste une mauvaise période? Est-ce que je dramatise? Est-ce que je devrais simplement me secouer un peu? Est-ce que je suis devenue trop fragile? Et parfois, la question la plus douloureuse, ce n'est même pas qu'est-ce qui m'arrive, c'est qu'est-ce qui va pas chez moi? Parce que lorsque le système intérieur n'arrive plus à se régénérer, il n'y a pas seulement le corps qui fatigue, il y a aussi la relation à soi qui s'abîme. Tu commences à douter de ton ressenti, de ton seuil de tolérance, de ta capacité à choisir. Tu remets en cause ta légitimité à dire stop et même la raison de ton existence. Tu ne te parles plus comme à quelqu'un qui souffre, tu t'adresses à toi comme on parle à quelqu'un qui dérange. Et c'est là où le bas blesse. Parce qu'à partir de là, tu n'essaies plus seulement de tenir, tu utilises tout ton arsenal de techniques de conditionnement pour te mettre au diapason. Tu te coupes au maximum de tes ressentis pour rester pratique, efficace, supportable. Pas trop compliqué, pas trop sensible, pas trop problématique. Et sans t'en rendre compte, tu peux commencer à te maltraiter. Pas forcément de manière spectaculaire, hein, mais un déséquilibre s'installe dans ta manière de te traiter, en te faisant passer après tout le reste, sans prendre tes besoins en considération, et en négociant avec tes valeurs pour continuer à agir selon un fonctionnement qui ne te convient plus. Dans ta façon de dire, c'est pas grave, ça va passer. Alors que quelque chose en toi sait très bien que si, c'est grave. Et tu t'obstines à donner davantage pour mériter ce que tu as, parce que tu comprends, tu dois prouver que tu es légitime à ton poste, dans ta famille, dans ta vie. Prouver quoi au fond? Que tu as le droit d'être là? Que tu mérites ce que tu as? Que tu n'es pas une ingrate ou un ingrat? Que tu es à la hauteur de la mission dont tu te sens investi? Que tu n'es pas en train d'échouer? Que tu es digne d'exister? Et c'est de cela que j'ai envie de parler aujourd'hui. Parce que l'anxiété, le burn-out, la dépression ne racontent pas exactement la même histoire, mais tous peuvent se rejoindre autour d'un même point. La manière dont tu utilises tes ressources contre toi au lieu de les mettre au service de ta vie. De ce moment où ton système intérieur se met en grève parce que tant qu'il tient bon, tu ignores la plupart de ses requêtes. De cette phase où on a besoin d'arrêter de tout porter seul. Pas parce qu'on est faible, mais parce que certains signaux sont trop sérieux pour être qualifiés de simple manque de volonté. La maltraitance qu'on s'inflige pour tenir le coup. Et si on osait en parler autrement? Bienvenue dans Le bonheur à la vie à la mort, le podcast où on se choisit en optimisant ses ressources sans se renier ni s'ignorer. Je suis Victoria Bonheur, accompagnatrice en élévation personnelle, tisseuse d'élan fluide et de clarté. Ce podcast est un espace de réflexion sans injonction pour celles et ceux qui veulent vivre autrement, avec plus de justesse, plus de paix, plus de présence. Aujourd'hui, dans cette série consacrée à l'anxiété et à ses effets sur notre manière d'avancer, j'aimerais parler d'un sujet sensible. Le moment où tes batteries ne se rechargent plus. Pas simplement la fatigue qu'on ressent après une grosse journée ou une semaine exceptionnellement chargée, parce que je sais qu'au début, on se dit qu'on traverse juste une période un peu dense et que ça ne va pas durer. Sauf que justement, je parle de ce moment où en fait, ça fait des mois que ça dure. À tel point que maintenant, même quand tu ralentis, une partie de toi reste épuisée.
Quand le sommeil ne suffit plus et que les vacances ne sont jamais assez longues ni assez posées pour que tu puisses récupérer durablement. Où les conseils habituels ne sont que des injonctions supplémentaires qui s'ajoutent au bruit de tes pensées culpabilisantes. Repose-toi, change-toi les idées, pense à autre chose, prends du recul, tu verras, ça ira mieux. Parfois, oui, ça peut aider, mais il arrive que ce ne soit plus assez. Parce que le problème n'est pas seulement que tu as trop fait, c'est que ton système n'arrive plus à revenir à un état de sécurité et de disponibilité intérieure suffisant pour s'apaiser. Et quand ça dure, il est important d'arrêter de banaliser la situation. Je veux poser le cadre tout de suite. Cet épisode ne sert pas à poser de diagnostic. Il ne remplace pas un avis médical, psychologique ou psychiatrique. Il ne va pas te dire si tu vis de l'anxiété chronique, un burn-out, une dépression, un trouble anxieux, un état de stress post-traumatique ou encore autre chose. Mais il est là pour t'alerter sur certaines mécaniques normalisées qui peuvent à la longue nous esquinter. Et surtout, il peut t'aider à entendre ceci. Quand ton sommeil, ton alimentation, ton travail, tes relations, ta sécurité intérieure, ton corps ou ton envie de vivre sont durablement impactés, c'est qu'il y a un problème que tu n'es pas forcément en mesure de régler seul dans ton coin. Ce n'est pas une preuve de faiblesse ni que tu as échoué, c'est peut-être le signe qu'il est temps d'être accompagné. Et je sais que ce sujet peut remuer beaucoup de choses, parce que demander de l'aide, ce n'est pas toujours simple. Ce n'est pas juste prendre un rendez-vous, c'est parfois dépasser un sentiment de honte, la peur de déranger, la peur de ne pas être cru, la peur qu'on minimise ton ressenti et qu'on te dise que ce n'est pas si grave que ça. Ou au contraire, la peur de découvrir que justement, c'est très sérieux. La peur de ne pas savoir quoi dire, la peur de pleurer ou de s'effondrer si quelqu'un te demande vraiment comment tu te sens. Alors beaucoup de personnes attendent. Elles attendent que ça passe, d'être sûres, d'avoir une bonne raison de ne pas pouvoir continuer, de se sentir légitime. Elles attendent de voir si le corps crie plus fort ou si au contraire il finit par se taire franchement. Et parfois, elles attendent si longtemps qu'elles finissent par se persuader que leur souffrance est devenue leur fonctionnement normal. Au début, l'anxiété peut même passer pour de la minutie. Tu anticipes, tu prévois, tu vérifies, tu repères les risques, tu essayes d'être irréprochable. Et autour de toi, on peut trouver ça très très pratique. On peut dire: ah ouais, tu es hyper fiable, tu penses à tout. Heureusement que tu es là, tu gères. Sauf que toi, à l'intérieur, tu gères pas vraiment. Tu surveilles, tu compenses. Tu rejoues les conversations indéfiniment, même après des semaines après qu'elles aient eu lieu. Tu te demandes si tu as dit ce qu'il fallait, si tu as oublié quelque chose, si tu as blessé quelqu'un, si tu vas être critiqué, si quelque chose va te tomber dessus. Ton esprit crée des scénarios, il imagine, il associe, il anticipe. Et au fond, c'est une ressource immense. Parce qu'un esprit capable d'imaginer tout ce qui peut mal tourner est aussi un esprit capable de créer, de prévoir, de construire, de trouver des issues, de voir les possibilités, des options. Ton système n'est pas mauvais, il est même hyper performant. Le problème, c'est peut-être que depuis longtemps, tu as appris à utiliser cette performance uniquement pour survivre et éviter les situations désagréables comme le rejet, le conflit, la honte, l'échec, le fait d'être pris ou prise au dépourvu ou de perdre ce que tu as construit. Alors ton imagination, au lieu d'être orientée vers ce que tu veux vivre, elle se met à fabriquer tout ce que tu ne veux pas vivre, tout ce que tu crains, tout ce que tu veux éviter, tout ce que tu ne veux surtout pas revivre. Et ton corps, lui, ne fait pas la différence entre une menace réelle et une menace répétée 1000 fois dans ta tête. Alors à chaque fois, il se contracte, il se prépare, il mobilise de l'énergie, il reste en alerte, même quand rien ne se passe, même quand tu es censé te reposer, même quand les autres pensent que tu ne fais rien. Et à force, cette alerte permanente finit par user. L'énergie, la concentration, la patience, la joie, la confiance et surtout la relation à soi. Parce qu'au bout d'un moment, tu ne sais plus si ton ressenti est fiable. Tu te demandes si tu exagères, si tu es trop sensible, si tu fais des histoires pour rien, si tu as vraiment des limites ou si tu manques juste de discipline. Tu reçois un compliment et au lieu de l'accepter, tu le retournes contre toi. Ah, si tu savais. Tu dis ça parce que tu ne vois pas tout. J'ai juste eu un peu de chance. J'ai fait ce qu'il fallait, voilà tout. Ou alors quelqu'un te dit: ah ouais, maman, tu assures. Et toi, au lieu de ressentir de la fierté, tu te rajoutes une pression supplémentaire. Parce que si les autres pensent que tu assures, tu te dis que tu n'as pas le droit de dire que tu n'en peux plus.
Alors tu continues, tu attaches tes reins comme on dit chez nous, tu souris, tu fais bonne figure, tu minimises et ton discours intérieur devient de plus en plus sévère. Arrête, bouge-toi un peu, tu es ridicule, tu devrais en être capable, les autres y arrivent bien, eux, tu ne vas pas encore en faire tout un fond. Petit à petit, tu banalises ce qui te fait souffrir. Au lieu de te soutenir, tu deviens ton propre bourreau. Et c'est souvent là que la relation de soi commence à se fissurer. Parce que si ton corps dit stop, toi tu le blâmes de te ralentir. Si ton émotion monte, tu l'accuses d'être de trop. Si ton besoin apparaît, tu lui reproches de compliquer les choses. Si ton intuition dit là quelque chose ne va pas, tu lui réponds oh tu dramatises. Et à force de te contredire, tu finis par te couper de ce que tu ressens. Tu sais ce qu'il faut faire pour être efficace, mais tu ne sais plus ce que tu ressens vraiment. Tu sais ce qu'on attend de toi, mais tu ne sais plus ce dont tu as besoin. Tu sais que ce que tu vis ne te convient pas, mais tu ne sais plus comment faire autrement. C'est une forme de déconnexion intérieure. Certains diraient même dissociation. Une manière de fonctionner en mode automatique, comme si tu étais là sans être complètement avec toi-même. Et cette déconnexion peut avoir l'air normal de l'extérieur. Tu travailles, tu avances, tu coches les cases, mais intérieurement, tu t'éloignes de ton corps, de tes envies, de ta joie, de ta capacité à choisir avec clarté. Et quand cette distance s'installe, l'épuisement peut se renforcer. Parce que le burn-out ne se déclare pas seulement quand il y a beaucoup de choses à faire, il peut aussi s'installer quand tu te fais passer après tout le reste trop longtemps, quand tu ne prends plus tes besoins en considération, quand tu ne respectes plus tes valeurs et que tu perds de vue le sens de ce que tu fais, quand tu restes dans un environnement, un rythme, un rôle ou une manière de fonctionner qui te coûte davantage qu'elle ne te nourrit. Parfois, le burn-out s'amorce quand «je n'ai pas le choix» devient la réponse automatique à chaque objection interne. Puis «je vais tenir encore un peu», puis «ce n'est pas le moment de penser à moi», puis «les autres comptent sur moi», puis «oh, je verrai ça plus tard». Et ce plus tard devient un lieu où tu ranges tout ce qui aurait eu besoin d'être écouté maintenant. Le burn-out n'arrive pas toujours comme un coup de tonnerre. Parfois, il se construit par couches de oui, alors que la majorité de ton système dit non, de besoins ignorés, de repos repoussés, de limites franchies, d'alertes minimisées. Une journée trop longue et trop chargée que tu qualifies d'exceptionnelle alors qu'elle est devenue la norme. Au début, tu compenses. Tu mets plus d'énergie, tu restes un peu plus tard, tu réponds plus vite, tu rattrapes, tu forces, tu fais comme si. Puis il faut de plus en plus d'énergie pour faire ce qui avant semblait simple. Tu mets plus de temps à te concentrer, tu relis 3 fois la même phrase, tu oublies des choses, tu deviens irritable, tu supportes moins le bruit, les demandes, les imprévus. Et parfois, tu peux te retrouver à avoir envie de pleurer pour un truc qui te semble mais complètement insignifiant. Ou alors tu as envie de disparaître quelques minutes juste pour ne plus être sollicité. Et comme tu sens que tu es moins efficace, tu forces encore plus. C'est là que la spirale peut devenir dangereuse. Plus tu es fatigué, plus tu forces. Plus tu forces, moins tu te régénères. Moins tu te régénères, plus tu te juges. Plus tu te juges, plus tu essayes de prouver. Et plus tu essayes de prouver, plus tu t'éloignes de toi. Le pire, c'est que toute cette mécanique peut être très bien camouflée. Tu peux continuer à travailler, continuer à être la personne fiable, mais ton corps, lui, il commence à parler autrement. Tu ressens des douleurs, tu vis des insomnies, tu as la boule au ventre, tu ressens une espèce d'oppression, tu perds l'appétit, ou au contraire, tu ressens le besoin de manger encore plus pour tenir. Et la fatigue ne part plus, la sensibilité augmente, et tu ressens une espèce de dégoût pour ce que tu faisais avant avec plaisir. Et de plus en plus souvent, tu te surprends à penser «Oh, j'en peux plus». Et c'est d'ailleurs parfois comme ça que le déclic arrive. Pas dans une grande prise de conscience lumineuse, mais dans un moment très concret. Tu es devant l'ordinateur et tu n'arrives plus à écrire. Tu es devant la porte du travail et ton corps refuse d'avancer. Tu es dans ta voiture et tu pleures avant même d'être arrivé. Tu es dans ton lit, réveillé depuis 3 heures du matin avec la tête qui tourne et le cœur qui palpite. Tu te rends compte que même te laver, manger, parler ou sortir devient une épreuve qui te semble insurmontable. Tu entends quelqu'un te dire: «Ah ouais, mais là, tu peux pas continuer comme ça, hein». Et pour la première fois, tu ne réponds pas: «Mais si, ça va aller». Parce qu'au fond, tu sais. Tu sais que ça ne va plus. Tu sais que ce n'est plus seulement une période chargée. Tu sais que ton système n'arrive plus à suivre.
Et c'est souvent là que tu acceptes enfin de recevoir de l'aide, parce que tout est parfaitement clair. Même si tu n'es pas encore sûr du diagnostic officiel, qu'il y a quelque chose en toi qui crie: «Stop! Je ne peux plus porter ça seul». En parallèle, je veux aussi parler de cette culpabilité étrange qui peut s'installer. Celle qui dit: «Sur le papier, je n'ai pas à me plaindre. J'ai un travail, j'ai un toit, j'ai des gens autour de moi, j'ai des choses que d'autres rêveraient d'avoir. Alors de quoi je me plains?» Et cette culpabilité, elle peut être terrible parce qu'elle vient ajouter une couche de honte sur une souffrance qui est déjà lourde à porter. Tu peux avoir des choses précieuses dans ta vie et ne pas être heureux ou heureuse dans la manière dont tu le vis. Tu peux avoir une situation que d'autres pourraient envier et sentir qu'elle n'est pas viable pour toi. Tu peux être reconnaissant ou reconnaissante pour certaines choses et lucide sur le fait que quelque chose ne te convient pas. Les 2 peuvent coexister. Ce n'est pas parce que d'autres pourraient rêver d'avoir ta situation qu'elle devient automatiquement juste et saine pour toi. Tu as le droit de ne pas être heureux ou heureuse et tu as le droit de le dire. L'idée, ce n'est pas de mépriser ce que tu as ou de nier tes privilèges, ni de cracher dans la soupe. Mais il est important de t'autoriser à mettre des mots sur ce mal-être parce que ta vie ne se mesure pas uniquement dans ce qui est enviable de l'extérieur. Elle se mesure aussi à ce que ton corps, ce que ton cœur, ce que tes valeurs et ton énergie peuvent réellement habiter de l'intérieur. C'est toi qui vis ta vie. Il y a certaines personnes, ce sont ce que j'appelle des super galériens ou super galériennes. Je les admire particulièrement parce qu'elles arrivent à rester relativement en bonne santé dans des environnements qui ne leur conviennent pas du tout. Elles tiennent le coup, elles s'adaptent, elles trouvent des stratégies, elles font fonctionner des situations bancales pendant des années, parfois même pendant des décennies. Elles développent une endurance impressionnante, cette capacité à encaisser, à faire avec, à survivre dans des espaces où elles ne s'épanouissent pas du tout. Et quelque part, je trouve ça hyper impressionnant parce que moi, j'ai déjà essayé plusieurs fois, hein. J'y ai mis beaucoup d'énergie, mais je suis rapidement tombée malade et pas à moitié. Je suis passée par la case hôpital quelques fois et je peux t'assurer qu'on n'est pas au Monopoly, on ne touche pas 20 000 € à chaque fois. Mais il y a une chose fondamentale que ces personnes-là oublient souvent. Toutes les ressources qu'elles mobilisent pour rester dans un environnement qui ne leur convient pas, elles pourraient tout aussi bien les utiliser pour s'épanouir dans un environnement qui leur convient davantage. Toute cette intelligence, toute cette énergie, toute cette créativité, toute cette capacité d'adaptation et cette force de travail, toute cette puissance intérieure utilisée pour tenir, compenser, encaisser, arrondir les angles, ne pas trop déranger, tout cela pourrait servir aussi à construire autre chose, à choisir autrement, à créer un espace plus juste, plus respectueux, à prendre le risque d'être heureux ou heureuse selon leurs propres capacités. Et je dis bien prendre le risque, parce que parfois, rester dans ce qui ne nous convient pas semble moins risqué que d'aller vers ce qui pourrait nous rendre heureux ou heureuses, parce qu'au moins, on connaît la galère. On connaît les règles, on sait comment être validé, on sait comment mériter. Mais être heureux ou heureuse selon ses propres critères, c'est parfois aussi accepter de ne plus être compris, comprise et validé par tout le monde. C'est accepter que certaines personnes disent: «Mais pourquoi tu as changé, hein? Tu avais pourtant une bonne situation, tu avais tout pour être bien, tu exagères enfin». C'est accepter que ton corps, ton cœur et tes valeurs aient plus d'autorité dans ta vie que le regard extérieur. Et ça, c'est pas très confortable. Mais parfois, c'est nécessaire. Parce qu'à force de chercher la validation des autres, on peut finir par vivre une vie qui paraît correcte, mais qui nous rend malades. Je veux aussi parler de la dépression dans cette spirale. Parce que la dépression, c'est pas juste ne pas avoir le moral. Elle apparaît quand une part de nous s'est éteinte. Que ce soit l'élan, l'envie, le goût de vivre. La sensation que demain peut contenir autre chose que l'effort de survivre à la journée. Là où l'anxiété agite, la dépression peut anesthésier, étouffer. Là où l'anxiété demande: «Et si ça tournait mal?» La dépression peut murmurer: «À quoi bon?» Et quand les 2 se croisent, c'est épuisant. Tu peux ne pas avoir l'énergie d'avancer tout en étant terrifié de rester comme ça. Tu peux ne plus avoir envie tout en culpabilisant de ne plus avoir envie. Tu peux vouloir disparaître du bruit du monde tout en ayant peur de t'isoler. Tu peux sentir que tout demande trop
et en même temps te juger parce que normalement, ça devrait être simple. Ce n'est pas une faiblesse morale, ce n'est pas un manque de gratitude, ce n'est pas non plus une incapacité à voir ce qui va bien, c'est un signal d'alarme sérieux. Et lorsque le mal-être que tu ressens touche durablement le sommeil, l'appétit, le corps, le travail, les relations, la sécurité intérieure ou ton envie de vivre, cela nécessite un accompagnement. Et je ne vais pas passer par 4 chemins. Si ton envie de vivre devient fragile, si tu as peur de toi, si tu as des idées noires qui deviennent envahissantes, si tu te sens en danger, il ne faut pas rester seul avec ça. Je ne dis pas souvent il faut, mais là il faut. Il faut contacter rapidement un professionnel de santé, un service d'urgence, une ligne d'écoute ou une personne de confiance capable de rester avec toi et de t'aider à faire le nécessaire pour être prise en charge. Ce n'est pas trop, ce n'est pas dramatique, ce n'est pas faire des histoires. C'est protéger ta vie et tenir compte de l'importance que tu as pour tes proches. Parce que même si tu n'en as pas l'impression pour le moment, tu comptes pour eux. Ça, je peux te l'assurer. Et même avant d'en arriver là, tu as le droit de demander de l'aide. Tu n'as pas besoin d'être au bord du gouffre. Tu n'as pas besoin d'avoir touché le fond, ni d'avoir continué à creuser jusqu'au troisième sous-sol. Tu n'as pas besoin d'attendre que ton corps te bloque complètement pour demander de l'aide. Tu peux demander de l'aide parce que tu ne dors plus correctement. Tu peux demander de l'aide parce que tu n'arrives pas à te concentrer, parce que tu es tout le temps en alerte, parce que tu n'as plus d'élan de vie, parce que tu ne te reconnais plus, parce que tu as peur de ce que tu ressens ou de ce que tu n'arrives plus à ressentir, justement. Tu peux demander de l'aide quand tu as l'impression que tu es en train de t'éloigner de toi. Je sais que ça peut être difficile à verbaliser parce qu'on ne sait pas forcément quoi dire et on se dit: «Bah, comme je ne sais pas quoi dire, je vais me taire, je vais attendre, je vais sourire, je vais répondre: "Ça va, je suis juste un peu fatigué"». Mais tu peux commencer par une phrase du type: «Je crois que je ne vais pas bien. Je suis épuisé. J'ai l'impression de ne plus me reconnaître. Je n'arrive plus à faire face. J'ai besoin de parler à quelqu'un. J'ai besoin d'aide». Tu n'as pas besoin de faire une présentation complète de ta souffrance façon PowerPoint en 4 étapes. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Tu n'as pas besoin d'être hyper structuré dans la façon de dire que tu ne vas pas bien. Tu peux simplement commencer par t'autoriser à dire que ça ne va pas. Et selon ce que tu traverses, l'aide ne viendra pas toujours du même endroit. Ça peut être un médecin traitant, ça peut être un psychologue, un psychiatre, un médecin du travail si ton état est lié à ton activité professionnelle ou si une reprise doit être aménagée. Ça peut être une personne de confiance ou un coach pour certaines phases de clarification, de sens, de limites, de reconstruction professionnelle ou personnelle. Mais un coach ne remplace pas non plus un professionnel de santé mentale. Et un bon accompagnant sait aussi reconnaître quand il faut réorienter. Parce que demander de l'aide, ce n'est pas seulement trouver quelqu'un à qui parler, c'est trouver le bon soutien pour le bon niveau de besoin. Et parfois, il faut plusieurs piliers. Un espace médical, un espace thérapeutique, un proche, un espace-temps de repos concret, un cadre professionnel adapté. Dans les témoignages que l'on entend souvent, les personnes disent: «J'aurais aimé écouter les signes plus tôt. J'aurais aimé qu'on me dise que je n'avais pas besoin d'attendre d'être à bout. J'aurais aimé comprendre que mon corps ne me trahissait pas, qu'il me protégeait. J'aurais aimé savoir que demander de l'aide n'était pas un aveu d'échec». Et c'est cela aussi que j'aimerais te dire aujourd'hui. Tu n'as pas à attendre d'être à terre pour t'autoriser à faire une pause. Tu n'as pas à transformer ta souffrance en preuve que tu as le droit d'exister. Tu n'as pas à arriver au rendez-vous avec un professionnel en sachant exactement ce que tu as. Tu peux arriver avec ton flou, avec ta fatigue, avec tes contradictions, avec une phrase du genre: «Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je ne peux plus continuer comme ça». C'est déjà un début suffisant. Je veux parler aussi aux personnes qui entourent quelqu'un qui se trouve dans cette phase, parce qu'on peut vouloir aider et faire mal sans le vouloir. On peut dire: «Allez, pense positif, tu devrais sortir un peu. Tu as pourtant tout pour être heureux ou heureuse. Il faut te reprendre. Arrête de trop réfléchir, tu devrais relativiser». Mais quand quelqu'un est déjà très exigeant avec lui-même et qu'il se parle sûrement déjà durement, ces phrases peuvent ajouter de la honte à la souffrance. La personne n'a pas toujours besoin qu'on lui rappelle ce qu'elle devrait faire. Elle a souvent besoin d'un espace où elle peut arrêter de faire semblant.
Et parfois aider, c'est dire: «Je suis là pour toi, pour les bons et les mauvais moments. Je t'écoute. Si tu veux, ensuite, en fonction de la façon dont tu te sens, on pourra chercher une solution. Je reste un peu avec toi et ensuite on verra». Et seulement après avoir écouté, on peut demander: «De quoi est-ce que tu auras envie là maintenant? Est-ce que tu veux que je t'aide à prendre rendez-vous?» Parce que si la personne est dans la phase aiguë de la crise, elle ne pourra pas répondre à tes questions. Aider, ce n'est pas sauver à la place de l'autre. Ce n'est pas décider pour l'autre personne. Ce n'est pas non plus la secouer pour qu'elle redevienne fonctionnelle. C'est parfois rester assez présent ou présente pour qu'elle n'ait plus la sensation de porter seule ce qu'elle n'arrive pas à contenir. Et si tu te sens concerné, reste en ligne parce que je veux que tu entendes ceci au moins une fois. Tu n'es pas un problème. Tu es une personne qui a besoin de soutien. Tu n'as pas à devenir plus dur avec toi pour aller mieux. Tu n'as pas non plus besoin de t'humilier pour te remettre en mouvement. Tu as le droit de recevoir de l'aide avant d'aller mal. Tu as le droit d'aller mal et tu as le droit d'aller mieux aussi. Tu peux avancer sans te maltraiter. Tu es précieux. Tu es précieuse. Ton corps n'est pas ton ennemi. Il faut être en vie pour faire ce qu'on a à faire. Et si on est bien, c'est encore mieux. Quand ton système ne tient plus, ce n'est pas une faiblesse, c'est un signal sérieux, un signal qui mérite d'être entendu et accompagné. Parce que continuer à fonctionner en mode survie peut donner l'illusion que tu tiens. Mais tenir, ce n'est pas vivre. Et parfois, tenir signifie seulement que tu n'as pas encore trouvé l'espace nécessaire pour déposer ce qui déborde. Alors pour cet épisode, j'aimerais te proposer l'exercice suivant. Pas pour te diagnostiquer ni pour remplacer un accompagnement, mais pour t'aider à regarder honnêtement ce qui est présent là tout de suite. Je t'invite à écouter les questions suivantes et à laisser venir les réponses qui te viennent spontanément. Y a-t-il quelque chose qui ne te convient pas actuellement dans ta vie? Qu'est-ce que tu minimises pour ne pas inquiéter ou pour ne pas déranger? Qu'est-ce qui est touché aujourd'hui? Ton sommeil, ton alimentation, ton travail, tes relations, ton corps, ton envie de vivre, ta sécurité intérieure? Depuis combien de temps tu te dis que ça va passer? À quel moment est-ce que tu te parles comme à quelqu'un qui dérange? Quelles ressources est-ce que tu utilises aujourd'hui pour tenir dans cette situation qui ne te convient pas? Et si ces ressources pouvaient servir ta vie autrement, vers quoi aimerais-tu les orienter? De quel type d'aide aurais-tu besoin maintenant? Et surtout, à qui pourrais-tu t'adresser cette semaine pour recevoir de l'aide? Sans avoir besoin de tout expliquer ou tout justifier, juste une phrase. J'ai besoin de parler, j'ai besoin d'aide. Parce que parfois, le début du retour vers soi commence par là, dans un rendez-vous pris, dans un silence qui se rompt avant l'effondrement. L'anxiété, le burn-out et la dépression ne racontent pas la même histoire, mais ils peuvent tous dire à leur manière: «Là, ton système ne peut plus continuer comme ça». Et quand ton système ne tient plus, ce n'est pas le moment de te traiter comme un problème à corriger. C'est le moment de te traiter comme une personne à soutenir, avec respect. Je t'invite donc à prendre le temps de noter ce que ça te fait d'entendre ça. Parce qu'on ne va pas mieux en se forçant à ignorer les signaux d'alerte. On commence à aller mieux quand on accepte de les considérer avant qu'ils deviennent des alarmes. Et arrêter de te maltraiter, ce n'est pas arrêter d'avancer. C'est arrêter d'utiliser ta puissance à survivre dans ce qui t'éteint pour commencer à la mettre au service de ce qui te rend vivant ou vivante. Avec de la bienveillance, avec du soutien, avec toi-même. Merci encore d'être entré dans cette bulle avec moi. Je t'encourage à partager cet épisode si tu sens que ça peut aider quelqu'un que tu connais à renouer avec le bonheur et la joie. Si ce sujet t'a plu, n'hésite pas à mettre un like ou un commentaire pour me dire ce qui a particulièrement résonné pour toi. Si tu as des questions, tu peux aussi les mettre dans l'espace commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Si tu n'es pas encore abonné à Victoria Porte-Bonheur,
N'hésite pas à le faire dès maintenant pour ne plus rater les prochains épisodes du bonheur à la vie et à la mort. Tu peux également me retrouver dès maintenant sur Instagram via Victoria Porte-Bonheur parce que le bonheur n'est pas un luxe, c'est un appel à l'alignement de soi, à la vie, à la mort. C'était Victoria Bonheur dans le bonheur à la vie, à la mort, le podcast où on se choisit en optimisant nos ressources sans se renier ni s'ignorer. À bientôt!